Salut Flo, merci de nous rejoindre pour un podcast coopérative. Et puis j'aimerais commencer par la phrase du jour. Est-ce qu'il y a une phrase qui t'inspire en ce moment? Écoute, ouais, moi c'est la phrase de Marc Benioff, donc le CEO de Salesforce, qui disait nous serons la dernière génération de dirigeants à gérer une main-d'œuvre 100% humaine. Désormais, nous gérerons aussi des collaborateurs numériques. Voilà, je le vis tous les jours dans ma vie d'entrepreneur, ce que j'adore, parce que j'adore gérer ces collaborateurs numériques, peut-être même plus que j'aime gérer des collaborateurs humains. Je pense que c'est quelque chose qu'on risque de voir. Mais c'est vraiment quelque chose auquel on va devoir tous s'adapter en fait. Peu importe qu'on bosse dans la tech, dans une PME qui n'a rien à voir avec la tech, on va se retrouver à bosser avec ses collaborateurs numériques et nos collaborateurs humains vont se retrouver à bosser avec des collaborateurs numériques aussi. Bah, je pense que c'est une phrase qui colle bien avec ton activité. Et puis tu me fais penser à Charlie et la chocolaterie, en fait, où il en avait marre de dealer avec des humains. Et puis finalement, ça tourne son bien. Moi, c'est intéressant parce que souvent, il dit souvent le facteur le plus difficile à gérer dans une entreprise, c'est le facteur humain. Ouais, exactement. Et dans ma carrière, j'ai souvent entendu ça, même pour des gens qui avaient très très bien réussi, qui avaient revendu leur boîte. Le facteur commun, c'était OK, tout était sympa, sauf les ressources humaines. Pour la plupart, une fois qu'ils ont vraiment fait leur succès, ils reviendraient pour rien au monde à gérer des équipes. Je pense que c'est un skill set très particulier et la plupart des entrepreneurs le font par nécessité et pas par plaisir. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui le font par plaisir, mais c'est très très rare. Et donc je pense que c'est quelque chose qu'on va Mm. voir énormément. Ouais, après, à méditer, parce que c'est vrai que en même temps, l'humain, c'est la richesse, mais parfois, on aimerait peut-être être un peu moins riche, puis moins avoir de problèmes aussi, quoi. Florian, est-ce que tu peux nous dire un peu qui tu es, puis ton parcours en quelques mots? Alors j'ai 39 ans, je suis un serial start-upper, un vétéran de la tech. Plutôt jeune, j'ai fait des études d'économie, économie politique, mais j'ai monté ma première tech startup quand j'étais encore à l'université. Et depuis, j'ai fait que ça, en ayant à peu près toutes les acronymes à trois lettres que tu peux avoir dans une startup. Donc à tour CTO, CEO, CFO, CMO, etc. J'avais un style de vie un peu particulier parce que je vis avec ma famille. J'ai un enfant de 4 ans et ma femme entre Ibiza et la Suisse, essayant de chasser un peu le soleil. Et aujourd'hui, j'ai lancé il y a maintenant 2 ans une boîte qui s'appelle Mind the Flow, qui est mon studio de création de produits AI et qui se concentre exclusivement sur le développement d'une solution qui s'appelle Notice.ai, qui est un assistant personnel sur WhatsApp à qui tu peux déléguer toutes les différentes tâches que tu ne veux pas faire toi-même. Voilà. Tu vis un petit peu le dream, quoi, le rêve de l'entrepreneur, en fait, en travaillant à Ibiza, et puis entre la Suisse et Ibiza, tu as un peu le meilleur des deux mondes. Écoute, j'essaye. Oui, ça a été une longue optimisation et un parcours qui a commencé d'ailleurs bien avant l'AI, puisque dans mon job précédent, je bossais à Lisbonne pour une boîte suisse. Je faisais beaucoup d'automatisation pour eux, d'excellence opérationnelle. Pour moi, ça a été toujours, enfin, j'ai toujours privilégié ma qualité de vie en fait, pouvoir profiter de ma famille, de pouvoir faire un job qui m'intéressait. Et la qualité de vie, pour moi, elle passait aussi par vivre dans un pays avec du soleil et puis garder mon attache avec la Suisse, qui est un pays que j'adore. J'adore la façon dont tout fonctionne extrêmement bien en Suisse. J'adore bosser avec des boîtes suisses. Et donc, les deux s'intègrent extrêmement bien. Et je dois dire que je suis très, très content de ma qualité de vie aujourd'hui grâce à ça. Ouais, ça me donne un petit peu des frissons parce que moi aussi, je pense que la qualité de vie est très, très importante au détriment d'être multimillionnaire. Je pense que peut être multimillionnaire en qualité de vie, c'est plus important que des chiffres sur un compte, quoi. Et puis, effectivement, je pense que si tu arrives à concilier les deux, c'est vraiment bien. Moi, je remercie Bertil Chapuis de nous avoir mis en relation. Et tu parlais de Notice. Est-ce qu'on peut aller un peu plus dans le détail? Notice, c'est quoi en fait? Notice.ai. L'idée Notice, qui a commencé maintenant il y a 2 ans, elle est partie d'une frustration qui était d'essayer tout un tas de produits AI, déjà il y a 2 ans en fait, qui étaient très sympas, mais qui n'arrivaient pas à matérialiser des gains de productivité dans ma vie. Je suis parti d'une frustration que j'avais en particulier, d'un problème en particulier que j'avais, c'est que je suis un peu ADHD, enfin plus qu'un peu ADHD, je suis même ODHD, c'est-à-dire un mélange un peu entre l'autisme et l'ADHD.
Et donc j'ai mon cerveau qui tourne toujours un peu à 2000. C'est très difficile pour moi d'être dans le Mmh. moment présent de ce que je fais, que ce soit dans le travail ou dans la vie personnelle, parce que je suis toujours en train d'explorer 3, 4, 6 idées différentes dans ma tête, que je le veuille ou non, en fait. C'est un peu un mode d'autopilote. Et en fait, j'ai créé la première version de Notice simplement pour pouvoir vider le contenu de mon cerveau en utilisant des notes vocales sur WhatsApp et m'assurer que ça disparaisse pas dans le néant de mes voice notes Apple, mais qu'au contraire, ce soit synthétisé et que ce soit prêt sur Notion quand je retourne à mon bureau. Et vraiment, encore une fois, en termes de qualité de vie, en fait, juste pour pouvoir être plus dans le moment présent, sortir toutes ces choses de ma tête et pour pouvoir être complètement relax à l'idée que dès que je retournerai bosser, j'aurai en fait toutes mes tâches, toutes mes notes qui sont prêtes pour la suite. Donc ça a commencé comme ça. Et en fait, ce que j'ai découvert, c'est que les gens adoraient en fait bosser avec de l'IA dans les outils qu'ils utilisaient déjà, en fait, les outils du quotidien, c'est-à-dire WhatsApp, leurs emails, pour les équipes qui sont sur Slack, etc. Et du coup, je l'ai développé vraiment dans cette direction-là. Et plus les modèles sont devenus bons, plus les capacités sont devenues accessibles et faciles d'accès, et plus mon assistant est devenu vraiment indépendant, en fait, autonome, au point où aujourd'hui, voilà, c'est un assistant qui s'intègre avec maintenant 1000 outils différents en un clic, qui s'intègre à, je pense qu'on est maintenant à 6 différents canaux, donc que ce soit email, Slack, WhatsApp, Telegram, peu importe où est-ce que tu bosses aujourd'hui, on a une application desktop aussi. Moi, j'aime dire que c'est mon stagiaire en fait, parce que je trouve que l'analogie est bien meilleure que dire que c'est mon premier employé AI. Je pense que ça met le niveau d'attente au bon niveau. Donc c'est mon stagiaire, je lui explique ce que j'ai besoin qu'il fasse et il le fait de manière autonome. Et moi, je suis là pour lui donner du feedback, lui dire quand ça va, lui dire quand ça va pas, prendre un peu le ownership, la responsabilité du travail qu'il fait, qui est après le travail que ma boîte fait, puisque je l'utilise tous les jours pour faire tourner Notice.ai. Moi, ce que j'apprécie dans ton discours, c'est qu'en fait, tu as avant tout résolu un problème que toi, tu avais, en fait. Tu as pas essayé forcément de trouver une problématique à résoudre à l'extérieur, mais c'était ton propre besoin et finalement que ensuite tu ouvres aux autres entités, quoi. Ouais, alors moi, j'ai vraiment un background de product management. J'ai fait du product management toute ma vie, même si j'ai travaillé un peu dans tous les rôles de start-up. Et je ne sais faire du produit que si c'est un produit qui résout un problème que j'ai personnellement. Je trouve ça Mmh. extrêmement compliqué de créer un produit pour satisfaire un besoin que d'autres personnes ont. Et d'ailleurs, ce qui s'est assez passé naturellement, c'est que étant moi-même ADHD, ODHD, j'ai attiré en fait des utilisateurs qui l'étaient eux-mêmes en fait, et des utilisateurs entrepreneurs ADHD, ODHD. Heureusement, il y en a beaucoup. Je pense que la plupart des, des entrepreneurs, spécialement de PME, sont pas forcément diagnostiqués ADHD, mais sont sûrement très ADHD. Et du coup, c'est aujourd'hui mon public cible. Et moi, je m'amuse à penser que j'utilise Notice comme eux l'utiliseront dans 6 mois, dans 1 an, et je peux être la seule personne. Je pourrais pas me tourner vers les utilisateurs pour essayer de comprendre comment est-ce qu'ils vont utiliser l'IA dans 1 an, parce que la réponse n'est pas là. Par contre, moi qui suis passionné d'IA, bah, je peux faire ça en fait. Je peux utiliser le produit comme je pense que mes utilisateurs vont l'utiliser dans 1 an, et je peux délivrer le produit qu'ils ont besoin aujourd'hui en fait. Et puis, comment tu différenciais un petit peu s'il y a des parallèles ou pas avec, par exemple, Claude Desktop ou, les autres initiatives des grands, laboratoires d'IA? Comment tu placerais Notice dans la carte? Alors, moi, j'ai cette théorie de dire qu'aujourd'hui, à peu près, n'importe quelle boîte tech construit la même solution. Même si, elle le sait pas forcément, même si elle part de points Mmh. extrêmement différents, je pense que tu sois une boîte, un provider de CRM, une boîte d'analytique, que tu sois ChatGPT, Claude, et cetera. En fait, on est malheureusement, enfin, tous en train de construire la même solution. Et la solution qu'on veut aujourd'hui, la solution dans laquelle on a l'air de converger, c'est des assistants qui sont extrêmement versatiles parce qu'en fait, la spécialisation, elle est bien parce qu'elle permet de montrer une valeur immédiate. Mais en fait, une fois que tu prends goût à cette valeur immédiate, une fois que ça fonctionne très bien pour gérer ton CRM, bah, tu veux l'utiliser pour gérer ton payroll, etc. Donc en fait, très naturellement, ça amène à la généralisation, donc ça amène à des solutions qui sont vouées à être horizontales plutôt que verticales.
Et même en termes d'interface, toutes ces solutions convergent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de plus en plus, on prend l'habitude d'avoir un chat à droite ou un voice agent, et puis à gauche d'avoir une UI. C'est bien sympa de tout faire dans un chat, mais c'est pas non plus adapté pour éditer des documents, pour interagir avec des données, etc. Donc on aime avoir une UI et on aime avoir un chat. Donc je pense qu'on va tous converger un peu vers la même solution. Donc je pense que la différenciation, elle se fera plus en fait dans ton public cible et dans du coup qu'est-ce qui est prioritaire pour ton public cible. Moi par exemple, j'utilise beaucoup Codex, qui est donc le coding agent d'OpenAI. J'utilise beaucoup Claude Code, qui est le coding agent d'Anthropic, mais qui sont des harnais, des modèles de base, si tu veux. Par contre, je suis incapable de les utiliser pour de la productivité, pour autre chose que du code, parce que leur app, que ce soit Codex ou Claude Code, m'insupporte au possible, en fait. Je déteste l'UI, je trouve que c'est brouillon, je trouve que c'est plein de choses. Et même si à la fin, aujourd'hui, j'ai un matching de fonctionnalités un pour un, c'est-à-dire que, tu vois, Notice supporte les skills, enfin, on fait même plus de choses aujourd'hui avec Notice que Codex et Claude Desktop. Mais je pense qu'on va vraiment dans la même direction en termes de produits. Je pourrais rajouter la comparaison Notion, par exemple. Mais je préfère utiliser Notice parce que c'est la seule interface en fait qui m'insupporte pas, et je pense que c'est le cas parce que je suis un certain type de persona, un certain type d'utilisateur, et je pense que j'aurai des utilisateurs qui se retrouveront dans, voilà, dans mes goûts, dans la direction dans laquelle je vais. Et étant un solo entrepreneur, j'ai pas besoin que ce soit 600 millions d'utilisateurs comme pour ChatGPT. En fait, j'ai besoin de très peu d'utilisateurs pour être très heureux dans ce que je fais, très épanoui dans ce que je fais. Et donc voilà, j'ai juste besoin de gens qui se retrouvent dans ce que je fais, dans mes goûts, et qui aiment être à la pointe de l'AI comme je suis à la pointe de l'AI. Et puis ChatGPT et Claude feront pour essayer d'avoir le plus gros filet à papillon du monde, pour essayer de choper le plus d'utilisateurs du monde, alors que moi, je peux me concentrer sur des besoins très spécifiques et des goûts très spécifiques. Moi, j'aime beaucoup ton approche parce que effectivement, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et puis, t'es pas forcément en train de courir après chaque utilisateur. Et c'est pas ton souci, quoi. Tu résous ton problème à toi. Et si ça peut en résoudre à d'autres, ben tant mieux. Effectivement, t'as pas besoin de séduire tous les utilisateurs de la planète pour être pertinent et performant. Une dernière question par rapport à Notice. J'ai Tiffaine Gantner qui fait partie de la coopérative, qui est sur Fribourg aussi. Et elle me disait, mais comment finalement, comment Notice AI se projette dans l'avenir avec tous l'évolution, les changements très très rapides qu'on voit sur les différents LLM. Comment toi tu penses que ça peut rester pertinent malgré toute cette évolution très rapide? Bah, écoute, de la même façon que ça l'est depuis 2 ans, en fait. C'est-à-dire que moi, je suis un passionné d'AI. Je pense qu'aujourd'hui, on vit une époque absolument extraordinaire en termes de start-up, si tu veux. Aujourd'hui, on crée une start-up de manière très différente qu'on crée une start-up hier, parce qu'en fait, on l'a construit sur la base d'agents. Il n'y a pas de meilleure façon aujourd'hui de créer et scaler une start-up que sur la base de l'utilisation d'agents IA à l'intérieur de cette start-up. Aujourd'hui, moi, en face de moi, voilà, j'ai des boîtes comme OpenAI, enfin, j'ai pas besoin de les présenter, j'ai pas besoin de présenter les colosses que j'ai en face de moi, mais sans forcément même parler de labo, parce qu'au moins, eux ont quelque chose d'unique que je ne ferai jamais, c'est qu'ils développent leur propre LLM. Donc, par rapport à ça, il faut une taille pour ne serait-ce que financer le Mhm. calcul, etc., voilà, qui est démentiel, qui explique même l'existence de ces 2-3 labos. Et il faudrait pas qu'on en ait plus, en fait, parce que je pense qu'on flinguerait la planète juste à entraîner ces LLM. Donc déjà, 3, c'est déjà assez coûteux en termes d'environnement. Mais après, même en parlant de start-up, en face de moi, j'ai des boîtes qui ont levé 40 millions, qui font exactement la même chose que moi, qui sont même en termes de produits plus loin que moi, qui sont en termes de succès commercial plus loin que moi. Peut-être qu'ils ont plus d'utilisateurs, mais forcément, quand tu arroses et que tu achètes de l'utilisateur à 400 $ l'utilisateur et que tu perds 350 $ sur chaque utilisateur, tu peux faire ça à un moment. Tu es juste en train de cramer l'argent des VC. Moi, je suis rentable sur chaque utilisateur et je reste à la pointe en termes de fonctionnalité, voire en avant sur ces boîtes-là, parce que je suis devenu très très bon à utiliser ces agents comme levier, en fait. Et tu pourrais dire, oui, mais ça va continuer à s'accélérer, Florian, puis tu n'arriveras pas à tenir.
Et à un moment donné, l'accélération, il faut qu'elle s'arrête quelque part. Les utilisateurs, moi je le vois déjà à mon état, les utilisateurs, ils peuvent absorber qu'un certain nombre de nouvelles fonctionnalités par mois. Je veux dire, sinon tu perds tout le monde. Si ton produit, tous les mois, il change de tout au tout, l'IA, elle, avance de manière exponentielle. L'humain n'avance pas de manière exponentielle. Donc, la vraie Mmh. différence, elle se fait en termes de goût, en termes de sélection, en termes de priorisation. Et ça, je pense que je vais rester relevant parce que je l'ai été ces 2 dernières années et que je pense que j'ai un bon flair pour savoir qu'est-ce qui est une bonne idée, qu'est-ce qui est une mauvaise idée par design et que jusqu'à maintenant, j'investis mon temps dans les choses qui sont des bonnes idées. Je te donne un exemple. Aujourd'hui, la prochaine Mmh. version de Notice, je travaille sur ce que j'appelle les Notice apps, donc les apps Notice. Et l'idée, c'est un peu un App Store comme tu as sur iOS, par exemple, sur Apple, où tu peux installer des apps qui vivent dans le cloud Notice. Mais la particularité de ces apps, c'est que tu peux les éditer. Parce que maintenant, l'IA, du moment où tu lui donnes accès au code de ces apps, tu peux dire, mais en fait, moi, mon CRM, j'aime pas qu'il fonctionne comme ça. Plutôt que de devoir apprendre à utiliser une UI extrêmement complexe, où il y a plein de boutons, plein de paramètres, etc., comme par exemple Notion, ou même HubSpot, si tu veux, tu vas juste décrire à Notice, mon app, j'ai envie qu'elle fonctionne de manière différente. Et ça, c'est en partant d'apps existantes, mais tu peux imaginer que dans le contexte d'une PME, on a tous, par exemple, une façon différente de gérer notre cash flow. Eh ben, j'ai pas forcément envie d'utiliser un outil standard qui considère que je dois gérer mon cash flow d'une certaine manière. Non, j'ai envie de vibe coder un outil, mais plutôt que de le faire dans Cloud Code où je vais me retrouver avec un outil que j'ai vibe codé mais que je peux pas partager avec mes collaborateurs, qui est pas sécurisé, qui n'a pas de base de données, je ne sais pas utiliser GitHub, bref, la liste est très longue. Mais en fait, je le publie dans mon Cloud Notice et je vais l'utiliser là. Et en top de cet outil, je vais avoir Notice comme AI Agent qui peut utiliser cet outil que j'ai créé, en fait. Et je peux le faire de WhatsApp, etc. Donc ça, c'est une vision dans le futur. Et aujourd'hui, c'est pas là où sont mes utilisateurs. C'est là où je te dis, c'est là où mes utilisateurs seront dans un an. Et je pense que c'est aussi là où sera Claude dans un an. Je pense que c'est là aussi où sera ChatGPT, Notion. On va aller de plus en plus vers la capacité de créer du software ultra personnel pour chaque personne, en fait, en fonction de chaque besoin, mais dans des environnements, par contre, qui sont extrêmement consolidés, de sorte que tu sois pas en train de bricoler des trucs comme tu bricoles aujourd'hui dans Claude Code, mais que voilà, tu puisses les partager facilement avec ton équipe, que tu puisses t'assurer que les données sont saines, que tu puisses t'assurer que c'est sécurisé, etc. Ouais, moi je pense que ça me fait penser à l'évolution du software, hein, des logiciels et puis je me dis qu'effectivement, j'imagine effectivement à la vitesse où ça va, un monde où, on t'impose plus en fait une façon de faire, on t'impose plus un certain type de logiciel. C'est toi qui adaptes le logiciel selon tes besoins et je me posais comme question justement le futur des gros éditeurs comme Adobe par exemple, où je vois clairement avec l'avancée de tout ce qui existe, je vois, quelque part un petit peu l'extinction de ce genre de gros logiciels, au détriment justement de solutions beaucoup plus agiles comme tu viens là décrire, quoi. Je pense que historiquement, on a été poussé faire des très gros logiciels parce que c'était des boîtes qui devaient conquérir des parts de marché et qui devaient plaire à plein de typologies d'utilisateurs différentes. Et en fait, ce qui Mmh. se passe, c'est que ton logiciel devient de plus en plus compliqué parce que tu as besoin de ces fonctionnalités pour pouvoir séduire des utilisateurs avec une typologie différente. Par exemple, tu prends le cas d'HubSpot, tu commences par un logiciel assez petit qui adresse des PME, mais après, il faut aller dans l'enterprise, donc il faut rajouter des fonctionnalités, il faut continuer d'intégrer, etc. Puis à la fin, tu te retrouves avec une espèce de chimère à 60 bras que plus personne ne comprend. Alors qu'en fait, si tu as une solution extrêmement flexible et extrêmement horizontale, quand tu as une PME de 10 salariés, tu as pas besoin du même CRM que quand tu t'appelles Nestlé, si tu veux. Et quand tu t'appelles Nestlé, tu as pas besoin du même CRM que quand tu t'appelles Richemont aussi, même sur une boîte à une taille similaire. Donc en fait, on va aller de plus en plus, je pense, vers des logiciels avec une énorme flexibilité à l'intérieur d'eux, mais tout en gardant, parce que je pense que c'est ce qui est aussi important quand on est un éditeur de logiciels, c'est de suggérer des façons de travailler. Je pense que le logiciel a aussi ce pouvoir de dire, plutôt que de te vendre un bouquin, je vais te donner un logiciel. Il y a déjà une méthodologie qui est inclue dans ce logiciel. Et après, par contre, quand tu veux t'éloigner de cette méthodologie parce qu'il y a quelque chose qui ne te plaît pas, tu peux le faire. Excellent. Écoute, c'est passionnant et puis ça avance de vite, le temps avance vite. Donc une chose qui m'intéresse pas mal, c'est me dire une PME aujourd'hui en Suisse romande, une PME qui a peut-être 30 ou 50 employés,
comment tu lui dirais: «Écoute, si tu veux commencer à toucher un petit peu à de l'IA, un petit peu à l'automatisation, est-ce que tu conseillerais Notice dans ce cas-là, en fait?» Qu'est-ce que tu dirais à une PME d'une trentaine, cinquantaine d'employés environ? Nous, c'est notre cœur de cible, hein, c'est vraiment des PME, qu'elles soient suisses ou pas, on a une clientèle très internationale. Oui, Je bien dirais sûr. peu importe Ouais. l'outil en fait, si vous vous retrouvez dans Codex ou dans Claude, Cowork par exemple, ou Claude Code, je dirais par contre d'aller commencer à tester parce que je pense que la plupart des gens maintenant ont eu une interaction avec du chat AI, hein. On a ChatGPT qui est là maintenant depuis, 4-5 ans. Je pense que tout le monde voit un peu l'AI comme du chat, mais maintenant il est temps de commencer à regarder l'AI et de apprivoiser un peu les fonctionnalités un peu agentiques de l'AI, c'est-à-dire de l'AI qui est extrêmement autonome à faire, du travail, mais qui doit être encadré par des humains. Et maintenant la grande question que les PME doivent se poser pour éviter de disparaître au profit d'autres PME qui se seront posées ces questions, c'est, Mmh. comment est-ce que, mes équipes en fait vont commencer à encadrer de l'AI? Voilà, et quels vont être les cas d'usage vraiment, à portée de main pour, ces équipes et comment est-ce qu'on va pousser ces équipes à aller, là-dedans? Et je pense que ça doit démarrer du fondateur. C'est-à-dire tant que le fondateur a pas une conviction et même un espèce de toucher concret de OK, parce que, je parle avec beaucoup de fondateurs qui ont des convictions, oui, l'AI va tout changer, mais ils ne l'appliquent pas dans leur propre vie. Donc je pense que ça doit commencer de Mmh. là et le conseil souvent que je dis, c'est prenez un outil, je pense que c'est le la manière la plus facile de commencer avec Notice, mais avec n'importe quel agent. Prenez un outil que vous détestez utiliser, mais que vous avez besoin d'utiliser, OK? Intégrez-le avec Notice en un clic ou avec Claude Code ou avec, Codex et utilisez-le en le déléguant à, ce 1 stagiaire, AI. Vous allez voir déjà, il y a une plus-value immédiate, c'est vos sales reps qui n'updatent jamais leur CRM et qui d'un seul coup Mmh. commencent à envoyer des voice notes à leur CRM et d'un seul coup votre CRM a des informations qui sont utiles. Donc, voilà, ça c'est la manière, je dirais, la plus immédiate de commencer à travailler là-dedans et le deuxième conseil que je dirais, c'est commencer par ce que j'appelle de la délégation, c'est-à-dire j'ai cette tâche, est-ce que tu peux le faire? Parce que la délégation nous force, surtout quand on se positionne dans cette analogie de travailler avec un stagiaire, à expliquer ce qu'on ferait, Mmh. à expliquer le travail comme un humain. Et quand on travaille avec de l'IA, on travaille comme avec l'humain. C'est juste qu'on n'a pas besoin de mettre autant de pincettes autour de ce qu'on demande à l'IA, mais par contre, la façon dont on explique une tâche à l'IA, elle est très similaire à la façon dont on explique une tâche à un humain. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas capable d'expliquer un peu étape par étape ce que vous voulez que l'AI fasse, il y a aucune chance qu'elle va faire le travail. Donc généralement, vous savez ce que vous feriez vous-même, vous l'expliquez. Donc c'est très proche de comment est-ce que je travaillerai avec un stagiaire. Voilà, tu vas faire ça. J'ai besoin que tu cherches de l'information sur nos 5 plus grands compétiteurs qui sont tant, 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 tant. Tu vas aller sur leur site internet, tu vas récupérer leur prix et tu vas créer un rapport qui compare leur stratégie, leur positionnement par rapport aux nôtres. Voilà, vous commencez par la délégation. Ce qui va se passer très naturellement, c'est que vous allez identifier des cas d'usage qui sont extrêmement utiles à déléguer et qui vous sauvent énormément de temps. Mais après, la prochaine étape, c'est que vous fatiguez très rapidement à constamment déléguer des choses à l'AI et toujours les mêmes choses. Et c'est là où vous transitionnez de manière assez naturelle vers l'automatisation. C'est-à-dire que maintenant, j'évite de déléguer cette tâche à chaque fois, mais je l'automatise avec de l'AI. Voilà, ça c'est le parcours assez typique de je commence par la délégation et j'arrive sur l'automatisation et un outil comme Notice permet de faire les 2 et de transitionner de manière très naturelle de la délégation vers l'automatisation puisqu'on fait les 2, c'est notre corps de business. Une dernière question que je trouve, intéressante par rapport à ça. Est-ce que toi, tu as vu une tendance, générale des utilisateurs Notice que tu as pas forcément imaginé ou que tu vois une sorte de tendance d'utilisation? Ouais, alors, je pense que c'est une grosse proposition de valeur de Notice, c'est qu'on partage beaucoup sur les cas d'usage qui fonctionnent le mieux avec Notice. C'est-à-dire que pour moi, je pense qu'un des gros freins à l'adoption de l'AI de manière générale, c'est au début le manque d'imagination, et c'est normal en fait. Mmh. C'est une soft skill, il faut que le cerveau se développe pour que d'un seul coup, à chaque fois que vous êtes en train de faire un truc, vous dites: «Ah mais ça je pourrais faire ça avec Notice». Donc Mmh. ça demande une gymnastique qui au début est pas du tout naturelle. Donc en fait, moi je passe beaucoup de temps à identifier ces cas d'usage et après, à faire beaucoup Mmh. d'éducation autour de ces cas d'usage en fait. Et donc aujourd'hui, il y a 8 cas d'usage,
qui sont extrêmement populaires sur Notice. Et je pense que les traits communs qu'ils ont, c'est le chemin de moindre résistance. Donc tout ce qui est en fait en termes de productivité personnelle ou autre, où en fait vous pouvez utiliser l'IA pour diminuer la résistance à faire quelque chose, c'est un low hanging fruit comme on dit en anglais. Donc par exemple, updater votre CRM, updater vos tâches, prendre des notes de manière claire, etc. Pourquoi? Parce que vous faites tout ça dans WhatsApp avec une voice note. Ça fonctionne très très bien. Et ensuite, la deuxième catégorie qui fonctionne très très bien, c'est tout ce qui est, je dirais, conversion ou overlap, donc l'overlap de contenu qui est produit par une société. C'est-à-dire que aujourd'hui, peu importe la PME, peu importe dans quel secteur vous êtes, en fait, l'étude de cas que vous envoyez à votre client à qui vous essayez de vendre un contrat, c'est le même contenu que ce que vous devriez poster sur votre blog, que ce que vous devriez poster sur votre LinkedIn, que ce que vous devriez avoir en termes de knowledge management en interne, que peut-être les spécifications fonctionnelles de votre produit, que tout ça, en fait, tout le contenu qui est généré par votre entreprise, c'est le même contenu, c'est juste présenté d'une manière différente. Et l'IA est très très bonne à convertir une forme de contenu dans une autre forme de contenu. Je vais te donner un exemple extrêmement clair que j'adore, c'est j'enregistre tous mes meetings avec de l'IA, ok? Je pense qu'on le fait tous de plus en plus. On utilise Granola, Notion Note, Notice, etc. pour enregistrer nos meetings. Personnellement, je vais jamais regarder mes notes de meeting. J'ai une bonne mémoire, je prends mes tâches après mon meeting, ça ne m'intéresse pas, j'en tire pas de valeur. Par contre, j'utilise ces notes de meeting de manière automatique pour chaque semaine générer 5 blog posts pour mon blog avec des choses qui viennent directement de ma pensée. Donc, plutôt que d'avoir une espèce de soupe fait par l'IA basée sur rien, j'ai en fait des blogs que j'aurais pu écrire, enfin qui sont, soyons honnêtes, mieux écrits que ce que je les aurais écrits, parce que j'aurais pas passé assez de temps. Déjà, ils sont écrits, sinon ils seraient pas du tout écrits. Donc, j'ai des blog posts, je les poste. Sur mon business, c'est ma stratégie de SEO aujourd'hui pour Notice. Donc, c'est 50% de mon acquisition aujourd'hui, c'est le blog de Notice, hein. C'est une acquisition qui est gratuite, je n'ai pas besoin de payer Facebook là-dessus. Et derrière, ces blog posts, je les transforme aussi avec Notice en des posts journaliers sur Twitter, sur LinkedIn, etc. Il n'y a absolument rien qui est écrit par moi. Par contre, il y a tout qui est ma pensée. Voilà. Donc ça, c'est, je pense, un autre cas qui est, je pense, applicable à n'importe quelle PME. Toutes les PME devraient faire plus de social media, devraient faire plus de digital marketing. C'est généralement le truc qui passe à la trappe. Moi, il y a une question que j'aime bien poser quand je bosse avec des entrepreneurs et des PME suisses, c'est quelles sont les choses que vous savez que vous devriez faire plus? Et c'est, je pense, la première chose qui remonte, c'est mes réseaux sociaux, mon blog, etc. Oui, il y a machin de sales qui est censé faire un blog par semaine, mais il ne le fait jamais parce que forcément, il y a toujours quelque chose qui est plus prioritaire à ça. Donc ça, c'est la première chose à outsourcer avec les AI. On devrait tous faire au moins du triple B en termes de digital marketing sur tous les canaux. Donc SEO avec des blog posts sur LinkedIn, sur Instagram, sur Twitter, etc. Avec Notice, on l'a rendu extrêmement facile de le faire là-dedans. Et voilà. Je pense que ça fait partie des 8K. Ces 8K, moi, je trouve très intéressant. Puis là, tu as donné un super bon exemple avec la publication. Les autres 8K, on les retrouve sur Notice, je pense. Ouais, sur la page d'accueil et la façon dont on présente des conversations avec Notice, qui sont des conversations factices que vous pourriez avoir avec Notice et qui présentent en fait ces 8K pour que tu vois en fait voilà comment est-ce que tu gères ces 8K d'usage de manière journalière avec les AI et comment ça se passe pour de vrai sur WhatsApp ou sur Telegram. Flo, je te remercie beaucoup. C'est passionnant. Je crois que je pourrais encore te poser pendant 1 heure des questions, mais on va garder ce format-là, quitte à refaire une fois un autre interview grand plaisir. ou même en live si tu reviens en Suisse. Mais en tout cas, c'était hyper passionnant. Et puis, à titre personnel, j'ai envie d'explorer un peu plus Notice. Donc, je pense que cette envie, on va la partager. Puis, je pense que ça va faire du bruit encore. Excellent. Ben, écoute, merci d'avoir pris le temps de m'écouter et avec grand plaisir pour refaire ce format-là. Merci Flo, hein. Bonne journée. Allez, ciao, ciao.